cette voûte, en fait, on a des résonateurs qui sont installés comme ça. Et ça a toujours été un peu un mystère. On ne comprend pas très bien quelles étaient les intentions, comment ça fonctionnait. Et quand, en fait, j'ai démarré cette recherche, je m'attendais en fait à avoir trouvé un manuel ou un grimoire, je ne sais pas, où il y aurait la recette, comment on installe un pot acoustique. Et c'était d'une grande naïveté. Et puis d'autre part, je pensais qu'il y avait des textes d'histoire des sciences qui allaient nous dire un petit peu un certain nombre de choses sur l'histoire de l'acoustique. Et ça a été ma grande surprise, donc il y a à peu près une vingtaine d'années, parce que, en fait, d'abord, il n'y avait pas de grimoire, on a des traces archéologiques, puis des petites mentions de texte à droite à gauche, et puis il n'y a pas vraiment une histoire de l'acoustique qui est complètement écrite. Ça peut paraître surprenant pour une science aussi âgée, je dirais, des premières sciences, mais il y a beaucoup de trous dans la raquette. Et donc, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille, qu'on a fait beaucoup de mesures dans des églises, qu'on a recueilli beaucoup de textes. Et maintenant, je suis à peu près en mesure de faire une sorte de synthèse sur la prise en compte, justement, de l'acoustique dans les bâtiments anciens, de manière assez sourcée. D'accord. Alors, attention, pour l'acoustique, il y a aussi l'acoustique des instruments de musique, il y a aussi l'acoustique de plein d'autres choses, où là, il y a des histoires qui sont parfois un peu mieux connues. D'accord. Donc, voilà. Donc d'abord, quelques remarques préliminaires. J'aime bien cette phrase de cet historien, « Sauver le passé de l'immense condescendance de la postérité ». Je pense qu'il y a quelque chose qui est important. Et souvent, il y a des erreurs, et ça vient des acousticiens, je ne vais pas accuser mes collègues des sciences humaines, c'est que finalement, on ne fait pas trop d'efforts, on va voir un monument ancien, on va faire des mesures, et puis on va en déduire 2-3 choses. Mais finalement, on ne fait pas tellement d'efforts pour essayer de comprendre, ou enfin de connaître, quelles pouvaient être, d'une part, les connaissances théoriques, on va dire, et d'autre part, les possibilités d'expérimentation. Parce qu'en fait, avant l'instrumentation moderne, la seule instrumentation que l'on ait, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos oreilles. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut aussi laisser la place à des interprétations qui puissent être hors champ de l'acoustique, quelque part. C'est-à-dire que, et en ce qui concerne les pots acoustiques, bon, je vais un peu spoiler la conférence, mais il y a aussi une dimension sur cet objet, sa poterie, qui est quand même un objet très important sur le plan anthropologique. En fait, il y a aussi toute une charge très très importante au niveau symbolique. C'est pas uniquement acoustique. Donc, en fait, on a des interprétations croisées qui sont très importantes. Donc, il faut vraiment ouvrir son esprit au maximum. Ça, c'est pour les remarques préliminaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme questionnement spécifique à l'archéoacoustique des bâtiments? En fait, il y a une contradiction apparente avec deux lieux communs qui s'affrontent avec une certaine logique. Disons, je vais vous donner deux propositions, et ces deux propositions semblent d'une logique implacable. Et puis on va voir que c'est peut-être pas si implacable que ça. La première, c'est les chants religieux sont magnifiques dans ces espaces grandioses. L'acoustique devait être étudiée. Ça semble tout à fait logique. On se dit, pourquoi? Et puis la deuxième proposition, c'est, alors ça on me l'a sorti plusieurs fois, les connaissances en acoustique architecturale datent du XXe siècle. Alors j'ai mis des équations un peu brouillées volontairement, d'accord? Surtout n'y faites pas attention. Donc il est anachronique de penser que l'acoustique ait été étudiée auparavant. Donc vous voyez qu'on est un peu dans cette espèce de dilemme là. Et évidemment, mon travail, ça va être de me placer au milieu, mais pas me placer au milieu juste pour plaisir de trouver le juste milieu et parce que ça fait bien d'en mettre un petit peu d'un côté, d'un petit peu de l'autre. Non, mais c'est essayer de voir jusqu'où on peut dire que l'acoustique, il y a des intentions acoustiques de faire des choses, et jusqu'où on peut dire que finalement c'est un peu le hasard, ou peut-être aussi que en fait les gens s'adaptent à l'acoustique d'un bâtiment. Donc il faut regarder ça. Alors si on généralise un peu, d'une manière générale, pour l'archéoacoustique, d'une manière générale, pas du bâtiment, on est toujours un peu entre deux situations, une sorte d'opposition méthodologique qui reprend un peu le schéma précédent, disons un peu plus théorique, c'est de dire qu'on peut constater un fait acoustique avec une certaine efficacité, d'accord ?
Et de l'autre côté, il y a une autre chose, c'est est-ce qu'on a une intentionnalité acoustique? Alors, constater un fait acoustique ne signifie pas intentionnalité. Par exemple, vous pouvez très bien, il y a des gens qui font de l'archéoacoustique des bâtiments ou des marchés. Par exemple, ils reconstituent un marché, le bruit d'un marché ou le bruit d'un ancien bâtiment qui est détruit, une chapelle. Bon, c'est de l'archéoacoustique, mais on ne se pose pas la question de l'intentionnalité. C'est juste un fait historique que l'on ajoute à d'autres faits historiques. Par contre, évidemment, en opposition, prouver une intentionnalité ne signifie pas réussite de la réalisation. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est généralité. Mais je vais vous donner un exemple, par exemple, de maintenant. Supposons que, vous savez, dans toutes nos petites communes, ici, on construit des belles salles qui ne sont pas toujours très bien soignées sur le plan acoustique. Imaginons un effondrement complet et que dans 1000 ans, des archéologues retrouvent cette salle et puis disent « Oh ben non, c'est pas possible, on n'écoutait pas de musique là-dedans, c'est trop mauvais. » Ils ne devaient avoir aucune connaissance acoustique. On voit bien que le lien logique est complètement faux. À l'inverse, si on retrouve un texte, un traité d'acoustique architecturale comme il en existe maintenant, on va dire, et qu'on n'a aucun monument, on va dire, bon, bah, finalement, oh là là, ce qu'ils étaient pointus en acoustique à cette époque-là, on ne s'en rendait pas compte, mais bon, on n'a pas de traces. Donc vous voyez qu'en fait, ça ne signifie rien quelque part. Et il faut vraiment toujours, alors encore une fois, j'ai mis mon petit point d'interrogation, on est toujours entre ces deux espaces-là. Donc, le fait, là je ne suis pas en train d'opposer deux types d'archéoacoustique, d'accord, je dis simplement que, par exemple, constater des faits acoustiques, une certaine efficacité quelque part d'acoustique, en fait, c'est intéressant pour documenter les ambiances sonores du passé, par exemple. Donc ça a tout à fait l'intérêt. Et ça, c'est tout un pan de l'archéoacoustique qui existe. Et moi, mon domaine, c'est plutôt de travailler sur l'intentionnalité acoustique. Mais dans ce cas-là, et là, je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut aussi ouvrir le champ des interprétations, c'est-à-dire des intentions acoustiques au sens large, mais elles peuvent être de nature très diverse. Alors, le plan de la conférence, je vais revenir sur les concepts actuels de l'acoustique architecturale. Je vous rassure, il n'y aura pas d'équation, ça va être juste des principes généraux. Et tous les principes que je vais énoncer, c'est des principes qui vont être utiles pour comprendre les textes anciens. Après, on plongera dans l'Antiquité, d'abord dans l'Antiquité grecque, puis après, nous allons parler des Romains, en particulier d'un qui est très très important dans le monde de l'architecture, que vous connaissez sans doute, qui est Vitruve, qui est... je sais le pointeur. Vitruve ici, on le connaît par l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, mais en fait, il est plus important que ça. Pour nous, en tous les cas, je vous expliquerai pourquoi. Et après, la transmission de ces concepts au Moyen-Âge et à la Renaissance, on parlera notamment d'Alberti et de Mersenne. Et à partir de là, nous irons à Montivilliers, à côté du Havre, et on a un exemple absolument extraordinaire, où ici, on a des travaux architecturaux et des textes, et une séquence historique qui s'enchaîne relativement bien. Et sur le plan historique, ça fonctionne bien, puisque la période dont on va parler, en fait, est exactement la période de Mersenne. Donc on est dans la suite. Et puis je finirai, en fait, transition vers la modélisation. Ça sera en fait mon transparent de conclusion. Alors, rapidement, en fait, ce qui va être très important, et il y a une part de nos recherches que je mène avec des linguistes, qui est sur la question du vocabulaire acoustique. En particulier, on a beaucoup de problèmes avec le mot résonance. Je vais y revenir un peu partout. Mais d'abord, écho et réflexion. Je les ai mis ensemble parce que dans la pratique, un écho, c'est une réflexion. Qu'est-ce que c'est qu'une réflexion ? Du son, c'est simplement si j'émets un son, il va se réfléchir contre un mur, il va revenir. Bon, très bien. Sauf que il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure que vous avez en haut... je me trompe toujours avec le pointeur. Le premier cas de figure que vous avez en haut, ici, quand vous avez deux petites impulsions, ces deux petites impulsions, comme deux claquements de main, par exemple, clac, clac, d'accord, plus rapide que ça, elles sont en bleu. Ça, c'est la physique, d'accord. Mais notre oreille en vert, c'est ce que l'on entend. Donc là, on a deux impulsions, mais en réalité, dans notre oreille, ça fusionne, d'accord. Puis, au bout d'un moment, quand les impulsions s'écartent un petit peu, d'accord, et le son commence à se déformer, puis on finit par avoir une sorte d'impression d'espace. Et à la fin, quand vraiment
le décalage est très important, on entend un écho. D'accord ? Donc, sur le plan physique, c'est important de bien voir ça, parce que ça pose énormément de problèmes dans le passé, parce que les gens sentent bien que c'est la même chose, mais on n'entend pas la même chose. Je vous rappelle qu'on n'a que nos oreilles pour juger à ce moment-là. D'accord ? Donc, notez bien que écho et réflexion, c'est la même chose, sauf auditivement en fonction du temps de propagation. Deuxièmement, résonance. Alors, résonance, attention, on est au sens actuel. Au sens actuel, résonance, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être, par exemple, si vous avez un système comme ça avec deux parois parallèles, le son, il va rebondir un petit peu partout. Donc, en général, les ondes vont se superposer. Ils vont se superposer et ça va créer des amplifications pour certaines fréquences. D'accord ? Donc, dans le sens actuel de résonance, c'est une amplification autour d'une fréquence ou de plusieurs fréquences. L'impression sonore, alors si on a un résonateur tout simple, ça va être un son pur, tut, comme ça. Et si on a par exemple dans ce cas-là, on va avoir une sorte de coloration métallique, comme quand vous parlez dans un tuyau, par exemple. Vous voyez le son que vous pouvez avoir dans ces cas-là. Autre sens très important, et c'est un mot qui aussi subit beaucoup de transformations au cours du temps, c'est le mot réverbération. Le concept, en tous les cas. Et donc, la réverbération, ça va toujours se produire, par exemple dans cette salle, dès que vous avez une salle qui est fermée, donc, et qui a une géométrie, on va dire, un peu quelconque. Donc, le petit bonhomme ici, il va émettre 3 rayons acoustiques, il en émet beaucoup plus en réalité, bien sûr. Et puis, ces rayons acoustiques, ils vont se mélanger et se réfléchir un petit peu partout et se mélanger pour atteindre les oreilles d'un auditeur. Donc, en fait, dans ce cas-là, on va avoir une superposition d'ondes, mais dans un espace complexe et de manière aléatoire. Et l'impression sonore qu'on a, c'est une impression d'espace large, de déformation de la voix, une difficulté de perception claire, une perte d'intelligibilité. Alors, en fait, il y a une question de dosage. C'est bien d'en avoir un peu, mais il ne faut pas en avoir de trop. D'accord ? Alors, évidemment, dès qu'on parle... on ne peut pas parler d'acoustique architecturale sans mettre un théâtre grec, c'est pas possible, même si c'est pas mon sujet vraiment. Mais pourquoi je l'ai quand même mis ? Parce que quand on parle d'acoustique architecturale, en fait, on parle de choses très très larges. D'accord ? Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui travaillent évidemment sur les théâtres grecs, comme ça, comme celui d'Épidore, ou par exemple celui d'Orange, qui là est un théâtre romain, ou gallo-romain, ce qui nous concerne. Mais vous voyez qu'il y a une grosse différence. Là, il y a normalement un petit bâtiment ici qui est détruit. Mais là, dans les théâtres romains, il y a souvent un grand mur derrière. Je reviendrai un petit peu sur cette histoire de grand mur. Mais vous voyez que là, jusqu'à présent, je ne vais pas dire que c'est simple, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de toit. D'accord ? Par contre, dès lors qu'on a un toit, c'est là où les choses se compliquent énormément. Parce que là, le son ne peut plus s'échapper. Et donc, évidemment, c'est là qu'on va avoir des effets de réverbération, enfin de réflexion multiples, et donc qui va créer des phénomènes de réverbération. Or ça, j'ai mis cette église qu'on a vue il n'y a pas très longtemps, à Rochefort-en-Terre, donc, voilà, pour avoir des nouvelles illustrations. Et puis, bon là, je mets l'Opéra Bastille, ça peut aller jusqu'à des espaces extrêmement complexes comme celui-là. Donc l'acoustique architecturale, évidemment, a priori, ça peut traiter tous ces espaces-là de manière différente. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, c'est là où il y a du son, normalement. Hein ? Ah, ça va fonctionner. Alors, super. Alors, on y va. Donc, quelle est la méthode de mesure ? Donc, on va parler de 2 paramètres qui sont importants, le niveau de bruit de fond et le temps de réverbération. Alors, on va quand même définir ça. Donc, wow. Super. Qu'est-ce que l'on fait dans la pratique ? Par exemple, là, c'est le cas. On va éclater un ballon, ici, et puis on va avoir donc une intensité sonore très importante, et puis il va y avoir une décroissance du son. Et en fait, ce qu'on appelle, alors c'est normatif, hein, ça n'existait pas à l'Antiquité, bien sûr, c'est la temps de réverbération ici, ça va être le temps qui correspond à la décroissance de 60 dB. D'accord ? C'est une norme. D'accord ? Il ne faut pas se poser la question, c'est comme ça, c'est comme ça. Comme ça, tout le monde fait la même chose. Évidemment, le son descend et va arriver jusqu'au bruit de fond. Si on écoute ici, par exemple, vous voyez qu'on entend le bruit de fond de la salle. D'accord ? Alors, si je continue,
Actuellement, on considère, alors je vous donne juste des ordres de grandeur parce que j'y reviendrai un peu plus tard. Là, vous avez le temps de réverbération. Ici, vous avez le volume de l'espace. Vous voyez, alors j'aime pas trop ce graphique, je l'ai pris parce qu'il est bien pratique, mais musique légère, j'avoue que c'est un peu léger comme appellation. Ça fait vraiment un peu bon. Mais bref, on se comprend. Donc il y a la parole ici, par exemple la musique religieuse. On va s'intéresser surtout à ça. Vous voyez que par exemple, les recommandations actuelles des bureaux d'études acoustiques, ça va être, bon, bah, la parole, il faut que ça soit un temps de réverbération entre 0,6 et 1 selon les espaces. Et si ça dépasse, bah, on finit par plus entendre. La musique religieuse, on va admettre de pouvoir la jouer dans des espaces de réverbération d'une seconde, par exemple, jusqu'à un peu plus. D'accord ? Alors, je vais vous faire écouter deux sons. Alors, c'est des sons. C'est un moine de Ligugé que l'on a fait chanter dans la chambre sourde. Donc, le premier son, ça va être le chant dans la chambre sourde. Donc, vous allez voir. Et le deuxième, parce que c'est des expériences qu'on fait, ce son qu'on appelle son anéchoïque, c'est-à-dire qui est privé d'écho, eh ben, on le remet dans l'église pour que la réverbération que l'on obtienne, c'est celle de l'église. D'accord ? En l'occurrence, c'est Rochefort-en-Terre, je crois. Alors, on y va. Martyr Dei qui unicum atris sequendo filium victis triumphas ostibus victor fruent celestibus. Alors là, vous voyez, on sent que c'est très sec, d'accord ? Il n'y a quasiment pas de réverbération. Et encore, vous entendez, vu que ça passe dans les enceintes et dans la pièce, en réalité, vous avez quand même la réverbération de la pièce, d'accord ? Il faudrait l'entendre vraiment au casque et vous verriez que c'est encore plus sec. Maintenant, on joue exactement cet air dans l'église, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc avec un temps de réverbération de 2 secondes. Vous voyez, c'est intéressant comme expérience. D'abord, on se rend compte de la différence de temps de réverbération entre presque pas et beaucoup. Et aussi, on entend à quel point la voix, elle est rude au départ. Et il a beaucoup souffert de chanter en chambre sourde. C'est très difficile parce qu'on n'a pas de retour naturel. Mais finalement, quand ça passe dans l'église, c'est pas lui qui chante, c'est l'enceinte. Vous voyez que ça a tendance à lisser un peu le son, et à le rendre plus ample, etc. Alors, on a l'impression qu'il est un peu loin parce que le micro est un peu loin et le chanteur, enfin en l'occurrence l'enceinte, est dans le chœur. Alors, quels sont les paramètres importants sur lesquels peut agir un bâtisseur ? Typiquement, d'abord, quand vous recevez un son, le mien par exemple, qui vient des enceintes, vous allez avoir en premier lieu le son direct qui va arriver ici. Puis ensuite, on va avoir des réflexions précoces. Les premières réflexions, c'est par exemple celle qui rebondit ici et qui vous arrive sur les murs. On sait maintenant, alors ça c'est des choses assez récentes, que depuis simplement une quarantaine d'années, on travaille beaucoup sur les premières réflexions quand on conçoit des salles, parce que toutes ces premières réflexions-là, elles sont très très importantes pour la localisation des sources et pour l'énergie sonore que l'on va entendre. Et puis après, le son est réverbéré. Alors, sur quoi l'architecte peut agir ? Il peut agir sur le volume de la salle, ça va être un paramètre important. Il peut agir sur la géométrie de la salle, pour les premières réflexions. Et puis il peut agir sur la nature des parois. Ces parois, la nature peut être absorbante ou réfléchissante. Alors, comment on peut atténuer alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'en parlais après, bien sûr. Je ne fais pas un cours d'acoustique des salles vraiment, mais quand même. Donc on peut atténuer le son en suspendant des tableaux ou des plafonds qui vont atténuer. Aussi, on va atténuer avec des matériaux poreux, par exemple ici des tapisseries. Alors ça, c'est une vraie tapisserie dans une église, ou un matériau poreux moderne ici que vous trouvez dans des catalogues. Et des résonateurs acoustiques plutôt basse fréquence, voilà, comme encore un pot de Rochefort-en-Terre, ou ce résonateur-là que j'ai mis sur la table. Donc, en résumé, en première approximation,
la sonorité globale d'un édifice va dépendre, du bruit. Quand vous rentrez dans un appartement, vous faites tout de suite attention à ce qu'il y a du bruit. Deuxièmement, vous écoutez un peu comment ça sonne. De la réverbération, qui elle-même est dépendante, du volume, des matériaux. D'accord. La question, ces notions étaient-elles comprises empiriquement avant le XXe siècle? Ça fait un peu long comme introduction, mais si on ne précise pas le vocabulaire, après, on ne va pas trop comprendre ce que je vais dire. Alors, on va faire une petite frise historique, et on va commencer par l'Antiquité. Alors, vous allez retrouver à peu près la frise historique qu'il y a dans l'exposition. Donc, les noms en rouge, c'est ceux dont je vais parler. D'accord. Donc, on va d'abord aller ici et voir, j'ai déjà parlé de Vitruve. Donc, on va voir ici les concepts qui viennent de l'Antiquité, puis ensuite comment ils sont transmis au Moyen-Âge et à la Renaissance. Alors, comme souvent, il y a un grand trou dans la raquette au milieu, d'accord. Il y a beaucoup de sources manquantes, mais des traités peuvent passer par Averroès, par exemple, peuvent passer par divers moyens, sont retraduits et sont commentés par saint Thomas d'Aquin, par exemple, traité d'Aristote. Mais je vais parler surtout de cette période-là, la période où il parlait d'Alberti, Jean Martin, Mersenne et Claude Perrault. Alors, Claude, c'est le frère de Charles. Après l'élaboration de l'acoustique moderne, donc là on commence à formaliser un peu les choses. On a un petit problème en acoustique au XVIIIe siècle parce qu'il y a des expérimentateurs qui ont déjà réussi à mesurer la vitesse du son, notamment Mersenne et puis les Cassini. Mais Newton, le grand Newton, a fait un calcul qui était faux et donc personne n'est d'accord. Donc on a un petit problème au XVIIIe siècle. Et puis finalement, Laplace sauve l'honneur et retrouve la vraie valeur de la célérité. Je vous passe les détails. Et à partir de là, l'acoustique redémarre. Et là, on a les personnes que l'on connaît bien, Helmholtz, Rayleigh, et notre Sabine, qui est le fondateur de l'acoustique architecturale. Voilà en gros l'ensemble des acteurs de cette question. Alors, connaissance fondamentale du son dans l'Antiquité. Bon, à tout seigneur, tout honneur, on va parler d'Aristote. En fait, pour Aristote, son modèle, c'est la balle qui rebondit. C'est-à-dire que pour lui, en fait, le son, c'est exactement une balle qui va rebondir sur un mur. Donc, vous voyez que c'est toujours une analogie d'écho, toujours, et qui va revenir. D'ailleurs, il dit, quant à l'écho, il se produit lorsque l'air maintenu en une seule masse par sa cavité qui le limite et l'empêche de se dissiper, renvoie l'air extérieur comme une balle. Donc son explication, par exemple, d'un résonateur ou d'un puits, d'accord, ça va être le son va rebondir ici et puis il va s'amplifier, il va sortir. Et il est très intéressant, c'est cette phrase-là tout à l'heure. Si vous regardez bien, il semble que toujours un écho se produise, mais il n'est pas toujours clair. C'est-à-dire qu'Aristote a bien la conscience quelque part que la réflexion, elle arrive toujours. Donc là, il dit écho, mais il n'est pas toujours clair, sous-entendu, on ne l'entend pas toujours. D'accord ? Et ça, c'était déjà c'était une bonne observation parce que maintenant, on le sait, grâce aux études de psychoacoustique, justement. La psychoacoustique, c'est la science qui fait un rapport entre des stimuli physiques et la perception que l'on en a. Donc, la réflexion, du fait de l'intégration de l'oreille, peut des fois être entendue comme un écho ou pas. Il dit une autre chose importante aussi. Pourquoi le bruit se dissipe-t-il quand on marche sur de la sueur, du sable ou des cendres? Donc là, on voit que, vous voyez, 4 siècles avant notre ère, on a, au 4e siècle avant notre ère plus exactement, on a déjà une idée que des matériaux poreux, d'accord, peuvent absorber le son. Donc on a déjà pas mal de choses. Alors, plus impressionnant et moins connu, c'est un stoïcien, Chrysippe de Sol, qui fait l'analogie du son avec, en fait, des ondes de surface de l'eau. Alors, moi, je trouve ça encore plus impressionnant qu'Aristote, même si Aristote, je ne veux pas dire du mal, mais parce qu'on ne le voit pas, le son. C'est-à-dire que c'est quand même très conceptuel. Autant les ondes à la surface de l'eau, on le voit, mais le son, on ne le voit pas. Donc, ça veut dire que, conceptuellement, il sentait que ça devait ressembler à des oscillations. Et enfin, pour Épicure, le son nécessite de la matière, alors qu'Aristote, toutes ces questions ne sont pas tout à fait claires. Donc vous voyez que, je veux dire, à peu près 3 siècles
avant notre ère, vous avez en gros tous les problèmes qui sont sur la table. La directionnalité des ondes, d'accord, le caractère amplificateur, la balle qui représente l'élasticité de l'air finalement, donc c'est pas si mal, le caractère ondulatoire des ondes sonores et le fait qu'il faille de la matière, contrairement aux ondes lumineuses par exemple, pour que le son se propage. Donc vous voyez qu'on a déjà les idées essentielles. Alors maintenant, on va parler de Vitruve. Alors Vitruve, alors j'ai mis ingénieur architecte parce que c'est pas clair, c'est un peu en fait la même chose. Alors Vitruve, il a dû se promener dans nos campagnes à une certaine époque avec un certain Jules César, puisqu'il était ingénieur militaire spécialisé dans les engins de propulsion, comme la baliste ou le scorpion. Mais c'est pas tellement pour ça qu'il est connu. Il est connu surtout pour une œuvre immense qui s'appelle De Architectura, qui est le seul livre en 10 volumes d'architecture d'Antiquité qui nous soit parvenu. Autant dire, dans les études d'architecture historique ou des gens qui font de l'histoire de la construction, il y a toujours un transparent sur Vitruve, quoi. Quand on dit Vitruve, quoi, direct. Parce que Vitruve, il va parler de l'acoustique, mais il parle des aqueducs, il parle de tout, hein, des temples, absolument de tout. Donc c'est un livre... La seule chose qu'on n'a pas, c'est ses dessins. Voilà, on a juste les textes. Il est très influencé par l'architecture grecque et relance probablement la construction des théâtres. Je dis probablement, mais on va voir un peu plus tard, il y a une certaine logique à ça. Alors, il est un peu, les anthropologues diraient, il est un peu dans le mythe de l'âge d'or, c'est-à-dire les Grecs, ce qu'ils font, c'est formidable, il faut relancer l'architecture comme c'était autrefois, etc. Donc, il a ce côté-là. Et dans son ouvrage, dans le livre 5, il fait de nombreuses références au son, à sa qualité, aux dispositifs qu'il modifie. C'est très intéressant pour les acousticiens. Et il a une influence considérable dans l'architecture médiévale et surtout à la Renaissance. Donc c'est un personnage très important pour l'architecte et pour les gens qui s'intéressent au son dans l'architecture. Alors, l'acoustique selon Vitruve. D'abord, il reprend toutes les thèses d'Antiquité grecque. On ne sait pas trop les ouvrages qu'il a eus, mais qu'est-ce qu'il dit? La voix se meut en cercle tournant l'infini, comme lorsqu'une pierre a été jetée dans une eau dormante et que naissent d'innombrables cercles formés par des ondes. Je fais une petite illustration ici, vous voyez, on voit les ondes. Et puis, il dit aussi, lorsque les ondes sont ainsi interrompues par des obstacles, les premières en s'agitant troublent les figures de celles qui suivent. Donc là, j'ai fait un petit dessin. Vous voyez, il y a un obstacle ici. Vous voyez, vous avez une onde ici, puis une autre onde, et puis vous avez une figure un peu brouillée. Vous allez voir que dans ces analogies après acoustiques, il est cohérent avec lui-même. Mais ce qui est intéressant chez Vitruve, et là, à ma connaissance, c'est le premier, en tous les cas, ce n'était pas le cas avant, qui dit que, attention, l'onde, oui d'accord, elle progresse en s'étendant, mais s'élève aussi graduellement en hauteur. C'est-à-dire qu'il anticipe bien le fait que les ondes de surface de l'eau, ils se déplacent, elles se propagent en symétrie circulaire, alors que les ondes sonores, elles, en symétrie sphérique. C'est-à-dire qu'on parle, ça part dans toutes les directions. Donc vous voyez que déjà, Vitruve, on a un petit peu avancé sur cette question. Alors, je vous avais promis des choses sur résonance. Chez Vitruve, et là, alors ça, c'est un travail qui est en cours, que je fais avec Estelle Dupuis, une linguiste. Et en fait, on travaille justement sur la question de l'évolution du mot résonance. On s'aperçoit que résonance, chez Vitruve, ça ne veut dire que écho. Alors, c'est un peu un problème pour les traductions qui vont venir, y compris les traductions actuelles. Par exemple, elles parviennent, donc elles parlent d'un théâtre, elles parviennent toutes sans effet de résonance jusqu'aux oreilles des spectateurs du haut comme du bas. Mais il dit sine resonantia, c'est-à-dire sans effet de résonance. Et resonantia, ici, est employé par Vitruve et à entendre au sens actuel de réflexion avec écho. Et c'est très net, donc j'ai passé tout le livre 5 pour regarder, et à chaque fois qu'il parle de résonance, c'est écho. Et dans un sens, on va dire c'est logique, parce que ressonner, c'est le re, la répétition qu'on a toujours en français. Donc ça veut dire quelque chose qui sonne et qui ressonne. C'est tout à fait logique. Alors que, je rappelle, alors peut-être que pour vous, résonance veut dire écho, mais pour un physicien, ça veut plus du tout dire écho. D'accord ? Absolument. Donc il y a eu une évolution au cours du temps. Donc, vous voyez, quand on lit un texte, et ça c'est un souci qu'on a, quand on lit un texte, et les traducteurs se trompent souvent, je suis désolé de le dire, mais des fois, résonantia, ils vont dire résonance, comme ici, alors que là, elle aurait dû dire sans écho, clairement. Et des fois, ils disent résonance. Vous allez voir plus tard un autre exemple chez Vitruve, qui va venir tout de suite, mais plus fort que ça. Donc là disons, c'est la base physique que Vitruve
reprend et explique très bien dans son livre. Et ensuite, il va plus loin. Il va définir 4 types de sites en fonction de leur sonorité. Et il va avoir 3 types de sites qui vont être jugés négativement et un site qui est jugé positivement. Alors, commençons à, on y revient, sites résonants, résonantes, sont ceux pour lesquels, comme elle rebondit, la voix, quand elle subit le choc du contact avec un corps solide, en produisant des échos. Donc là, la traductrice, alors c'est pas moi qui ai traduit le latin, hein. Là je prends des traductions officielles, hein, des belles lettres et tout ça. Je ne m'amuse pas à faire des choses comme ça. Donc là, c'est la traduction officielle en produisant des échos. Mais vous voyez, là, c'est pas trompé, c'est normal parce qu'elle dit, elle fait entendre de façon redoublée les terminaisons. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Le mot résonance est vraiment utilisé comme écho. Donc ça, il n'aime pas du tout. Hein. Alors ça, c'est clair. Hein. Ça, et il le dit plusieurs fois. Ça, c'est vraiment... Mais les bureaux d'études actuellement, ils appellent ça un écho franc. Ils disent, quand il y a un écho franc, alors là, c'est horrible, quoi. C'est normal, vous chantez, puis hop, vous avez tout de suite un retour un peu décalé. C'est insupportable pour les musiciens. Donc, Vitruve, c'est pareil. Hein. Il voit exactement la même chose, il n'y a pas de raison. Il a un autre mot, un deuxième type de site qui appelle les sites dissonants. Alors ça, c'est le mot, celui qui est le plus ambigu. Mais pour lui, c'est des sites donc, pour lesquels la voix heurte des corps solides qui se trouvent au-dessus et la repousse. En retombant, elle étouffe le son suivant en l'empêchant de s'élever. Donc là, on sent un petit peu tout à l'heure ce qu'il disait sur les figures, les ondes qui font un truc brouillé. Donc, c'est le seul site où il se sent obligé de faire une sorte d'explication physique. Il n'écrit pas simplement par la sonorité. C'est ça qui est très intéressant dans ce passage chez Vitruve, c'est qu'il parle de la sonorité, de ce qu'il entend et comment il le décrit. Mais là, il donne ça. Alors, dissonant est un petit peu problématique, je dirais tout à l'heure, avec l'autre. Et alors ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été compris par la suite. Et ça, alors je suis tout à fait d'accord avec mon professeur d'acoustique architecturale, Jean-Dominique Pollack, c'est lui qui dit ça et qui le dit depuis un moment, et alors que dans tous les textes, les gens se trompent, c'est ce qu'il appelle les sites circonsonants. Alors les traducteurs de la Renaissance, ils ne comprennent pas ce que c'est manifestement, et qui, quant à eux, sont ceux où, du fait qu'elles s'y déplacent en tournoyant, ne produisant au milieu que des effets réduits, et faisant sonner les mots sans les terminaisons qui les achèvent, elles s'éteignent en laissant incertaine leur signification. Et ça, c'est exactement la définition de la réverbération, enfin de quelque chose de très réverbérant. Mais si on y réfléchit bien, quand vous discutez avec des musiciens, ou des preneurs de son, souvent, quand ils arrivent dans des grandes salles, ils disent « Oh là là, le son, il tourne et tout ». Alors je dis magnifique vocabulaire vitruvien. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a cette impression d'être englobé par le son et de pas vraiment pouvoir le maîtriser. Et donc, vous voyez que pour lui, il y a 3 cas qui sont vraiment problématiques. Les sites résonnants, quand on a un écho, dissonants quand c'est trop étouffé, et circonsonants quand c'est trop réverbérant. C'est très clair, en fait. Et jugement positif, les sites consonants sont ceux, pour Vitruve donc, où la voix trouve une aide pour s'élever en s'amplifiant à partir du bas et parvenir aux oreilles, les mots étant clairs et bien prononcés. Alors là, il y a un petit problème, évidemment, c'est très compliqué dans les notes des traducteurs. C'est-à-dire que dissonant et consonant posent beaucoup de problèmes aux traducteurs par la suite pour une raison très simple. C'est que dès l'Antiquité grecque, dissonant et consonant est utilisé en musique, comme aujourd'hui. Donc, le fait de l'usage de dissonant et consonant est une innovation vitruvienne pour les bâtiments. Et ça pose problème, parce qu'on ne comprend pas, parce que les notes consonantes, c'est des notes qui vont bien sonner ensemble, d'accord, par exemple la quinte, l'octave, des choses comme ça, et dissonant, c'est quand ça ne sonne pas bien ensemble. Mais pour les bâtiments, vous voyez que il dit des définitions un petit peu différentes. Alors, je vais faire un peu d'anachronisme, j'ai dit qu'il ne fallait pas en faire, mais je vais en faire un peu. Donc j'ai fait un petit tableau ici, donc résonantes, consonantes, dissonantes, circumsonantes. Au XXIe siècle, on dirait avec un écho audible, amplifié, d'accord. Alors parfois consonant, c'est le sens de résonant actuel. Dissonantes, amorti, assourdi, circonsonantes, réverbérant. Donc on aurait des temps de réverbération, si vous vous rappelez mon petit schéma. Quand c'est résonant, non, ça n'a pas de sens. Consonance, finalement, on serait dans du 0,6,1. Dissonant, on serait dans du 0,3, 0,6, c'est-à-dire c'est un peu trop amorti. Et puis, circonsonant, on serait dans du trop réverbérant. Alors, il y a une autre chose qui est très importante, et c'est un texte très célèbre chez Vitruve, c'est le texte sur les échéas. Ce texte, alors là, il a beaucoup fait parler, et pas qu'au XXe siècle.
Les Grecs, alors il y a trois informations dans ce texte. La première chose, c'est que les Grecs de l'Antiquité, donc toujours ce mythe, d'accord, de l'âge d'or, utilisaient une sorte de réflecteur résonateur, c'est moi qui dis ça, métallique appelé ekea dans les niches situées sous les sièges des théâtres. Alors ça, c'est une interprétation d'une personne, l'abbé Floriot, qui a travaillé sur les pots acoustiques dans les années 60, 50-60. Deuxième information, ces résonateurs étaient accordés, d'accord, en quarte, quinte, octave, etc. Troisième information, et alors là, c'est celle qui m'intéresse beaucoup. À l'époque de Vitruve, certains architectes utilisaient des fictilibus de lys, c'est-à-dire des pots en argile, pour obtenir le même effet. Alors souvent, les gens mélangent les ekea et les fictilibus de lys, alors que dans le texte de Vitruve, c'est hyper clair. Alors il dit, voilà, oui, dans les villes de province, ils sont pas assez riches pour faire des résonateurs en bronze, donc du coup, ils utilisent des trucs en terre, des pots en terre, pour faire le même effet. Alors ça troublait beaucoup de gens. Et les questionnements sont les suivants. C'est, premièrement, Vitruve décrit les écas comme des sortes de réflecteurs acoustiques, c'est-à-dire des choses qui renvoient le son, mais en même temps, aussi comme des résonateurs. Donc à la fois réflecteurs et résonateurs. C'est déjà un peu embrouillant. Et notez bien ici, vous voyez, j'ai mis exprès la latine, vous voyez que là, pour le sens de résonnant, il utilise consonant, d'accord? C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que consonant était utilisé normalement pour voilà, des sites qui portaient bien la voix, mais là, il l'utilise aussi pour quelque chose qui va résonner, comme ding, comme ça, d'accord? Donc deux effets pour un seul système. Bon, déjà, c'est un peu compliqué. Et puis après, on a quand même du mal à s'imaginer que Vitruve considérait les fictilibus de lys, c'est-à-dire les pots en terre, comme celui-là, d'accord, comme des résonateurs, comme un résonateur métallique. Alors que ce qui vibre dans un pot en terre, je peux le faire tout de suite, faire un petit peu de petite démonstration, ça va être évidemment, c'est l'air à l'intérieur. D'accord ? Donc vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Et ça produit beaucoup de complexité. Et vous allez voir, c'est pas qu'au XXe siècle. Donc tous les auteurs postérieurs discuteront ce texte avec beaucoup de doutes et de circonspection. On va passer à Pline. Alors là, c'est intéressant. Pline, bon, on sait, c'est un encyclopédiste, Pline l'Ancien. Donc il récupère toutes les connaissances du passé et puis il les met avec des articles. Et voilà ce qu'il nous dit. Dans les théâtres, elle est absorbée par alors c'est la voix, je crois, par de la limaille ou du sable répandu sur le sol, ou par une enceinte de parois raboteuses, ou même par des tonneaux vides. Donc là, et c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que Vitruve nous dit jamais que ça absorbe. Par contre, Pline, pas tellement longtemps après, en fait, un tout petit peu après, ben, il nous dit ah oui, non, mais on peut absorber le son, par comme le disait Aristote, quoi, avec des trucs sur le sol, mais aussi avec des tonneaux. Donc on a aussi une idée de l'absorption, vous voyez. Donc on commence à avoir pas mal de choses qui arrivent. Ça, on comprend pas. Enfin, c'est pas facile à comprendre. Où il prend ça vraiment? Alors, est-ce qu'il y a des textes intermédiaires qu'on ne connaît pas? Ça, on ne sait pas. Voilà. Donc maintenant, on va arriver donc à la période médiévale et moderne. L'héritage de Vitruve. Les philologues ont recensé à peu près 200 mentions de Vitruve de l'époque carolingienne à la découverte du manuscrit au XVe siècle. Donc, il était connu, d'accord, mais on trouve toujours dans des textes des mentions, des passages, mais pas des textes entiers. Alors, il y a un mythe autour de la découverte du manuscrit de Vitruve, donc bon, c'est discuté par les historiens, je passe, mais en gros, c'est au XVe que ça réémerge. Et la première personne qui s'y intéresse vraiment, c'est un architecte aussi, Alberti, qui écrit un texte et qui commande Vitruve. Alors, dans l'histoire de l'architecture ou dans l'histoire de la construction, on parle de Vitruve, puis tout de suite après, pouf, on passe à Alberti. Donc, en général, c'est comme ça. Alors, Vitruve, Alberti critique beaucoup Vitruve, puis il dit ouais, bon, les résonateurs, oh là là, c'est difficile à régler, etc. Enfin, c'est pas... il n'est pas très convaincu. Et puis il dit quelque chose qui est très intéressant, et ça va vous illustrer ce que je vous disais tout à l'heure sur les questions de l'efficacité versus l'intentionnalité. Regardez ce que nous dit notre ami Alberti, et il le dit 3 fois dans son texte. Il dit «
Je me garde d'omettre le point suivant. Partout où il s'agit de faire entendre la voix d'acteur, de chanteur ou d'orateur, les voûtes qui étouffent la voix seront totalement inadaptées, au contraire de plafonds à solives qui, eux, résonnent bien. Et il nous le répète 3 fois dans son texte. Alors vous voyez, Alberti, grand architecte, en Italie, c'est le centre du monde à l'époque, d'accord, il nous dit ça, mais en même temps, on met des voûtes partout à cette époque-là. Donc vous voyez, peut-être vous comprenez, j'illustre ici un peu mieux mon espèce de petite théorie du début, où je disais, oui, bon, attention, l'intentionnalité, ça ne veut pas dire que ça va marcher, et puis c'est pas parce que ça sonne bien que forcément ça a été voulu. Mais vous voyez que là, si on tombe sur le texte d'Alberti et qu'on ne voit rien d'autre, on va se dire, ah bah oui, ça y est, à partir d'Alberti, il n'y a plus de voûte. On en doute un peu. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est le texte latin. Mais c'est traduit. Et c'est traduit d'abord par Césariano. Ah ben j'ai fait une erreur. C'est un E aussi. Césariano. Et en français par Jean Martin en 1547. Et par Claude Perrault. Donc un peu plus tard, je reviendrai sur Claude Perrault. Césariano et Jean Martin se connaissent en fait. Ils ont été tous les deux secrétaires chez les Sforza. Et donc, ils se connaissent. Donc, Césariano qui traduit en premier et Jean Martin qui traduit en français. Jean Martin, c'est très intéressant. Il traduit non seulement Vitruve, mais il traduit aussi Alberti. Il se fait un spécialiste du traducteur de ces traités-là. C'est vraiment la période humaniste vraiment incroyable. Enfin, quand on s'intéresse à ce problème, on comprend j'ai enfin compris ce que ça voulait dire quand je me suis lancé dans ces études. Parce que Jean Martin, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bon, bah, c'est bien le texte en latin, c'est bien gentil, mais personne n'y comprend rien. Donc, il fait une véritable enquête anthropologique, ethnographique même, on pourrait dire. Il va voir les maçons, il va voir les artisans, il va voir les architectes, il va voir tout le monde. Et il essaye de trouver des équivalents de tous les termes qu'il voit dans le texte de Vitruve. Et il les écrit. Alors, c'est d'une richesse infinie pour les linguistes, parce qu'en fait, en réalité, c'est un véritable répertoire de tout le vocabulaire des maçons et tout ça, qui se retrouve dans le texte de Jean Martin. Alors, Claude Perrault, on arrive à une période classique, lui dit, oh non, mais Jean Martin, il a fait n'importe quoi. Donc, Claude Perrault, il retraduit le texte, mais en fait, il colle beaucoup plus au texte latin, mais moralité, on ne comprend pas, parce que circonsonance, ça devient circonstance, mais comme personne ne sait ce que ça veut dire, ça ne change pas grand-chose. Alors que Jean Martin prend des équivalents, des barbotements, il met des mots très très bizarres, mais en fait, il essaye de donner un peu l'impression de ce qu'il a compris. Donc ça c'est intéressant. Sur les résonateurs, alors là, les savants aussi se chamaillent beaucoup. Alors, celui qui s'y est intéressé, c'est un mathématicien de Bologne qui s'appelle Bonaventura en 1632. Et il reprend, donc il fait un petit dessin ici. Alors, ce qu'il dit, voilà, bon, les EKA, donc là, vous avez la niche, et là, vous avez le résonateur qui est en X ou K, je vois ici, en K. La voix entrera donc par le trou A, donc par ici, d'accord, puis dans la chambre K, où elle sera réfléchie dans la chambre OAR, avant de sortir par le trou FP vers l'auditorium. Alors ça, c'est bizarre qu'il ait pensé ça, parce que dans le texte de Vitruve, on ne voit pas que c'est traversant. Mais lui, il l'a vu comme ça. Alors Mersenne, qui connaît bien Bonaventura, il dit, moi, je vais faire de la géométrie, d'accord. Donc il fait de la géométrie, il reprend exactement le schéma de Bonaventura. Mais il en conclut quand même que c'est un peu bizarre ce truc. Il dit, quant au son de ces vases, il est difficile qu'ils soient assez forts pour faire entendre leur consonance, notez bien, d'accord, on ne dit pas résonance encore, leur consonance aux auditeurs, lorsqu'ils sont frappés des seules voix, comme on expérimente, etc. Donc là, il dit, quand même, c'est quand même bizarre ce truc, on va parler, puis un résonateur métallique va se mettre à résonner, et, enfin quand même, ça lui semble un peu aberrant. Mais par contre, il dit un peu plus loin, non, j'étais trop loin. Il est un peu plus loin. C'est pour cette raison que l'on met des pots à moineaux et d'autres vases creux dans les voûtes ou sur les voûtes des églises afin d'aider la voix de ceux qui chantent, etc. Donc il nous dit, ce résonateur-là, mais ça par contre ça marche. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc il dit bien, pour lui, l'effectibus de Lys, ça je comprends, mais les EKH, je ne comprends pas. Donc vous voyez que déjà, dès Mersenne, d'accord, il met ça. Alors ça n'a pas été très très populaire. Dans l'encyclopédie
il y a un texte où il est dit, bon, les vases de Vitruve... les vases de Vitruve, bah alors c'est pareil, il décrit un petit peu ce qu'il y a dans le texte de Vitruve, mais on ne sait pas trop comment ça marche. Puis à la fin, il dit, d'après qu'il y en a 1000 ans aussi, mais on dit beaucoup de choses qui s'avèrent fausses par la suite. Donc vraiment, au XVIIIe siècle, on n'est pas du tout convaincu. Alors je trouve ça un peu injuste pour Mersenne, parce que Mersenne avait quand même bien vu les trucs, mais Mersenne n'était pas du tout apprécié en France, pour un certain nombre de raisons. Et donc, du coup, il est resté très, comment dirais-je, très méconnu. Et c'est ces Américains qui finalement l'ont un peu réhabilité par la suite, les acousticiens américains. Voilà, nul n'est prophète en son pays, on sait bien. Mersenne aussi, avec Kircher. Alors, je n'ai pas trop parlé de Kircher. Kircher, c'est un moine allemand qui travaille à Rome. Et disons qu'au XVIIe siècle, il y a deux grands traités d'acoustique. Alors là, l'acoustique commence vraiment, on pourrait dire, l'harmonie universelle de Mersenne et Phonurgia de Kircher. Alors, Mersenne, il est fatigué et malade, il va à Rome, et puis il amène l'harmonie universelle à Kircher. Et Kircher, il reprend des choses de Mersenne, il le critique. Alors, Kircher reprend l'analogie d'Aristote sur les balles qui rebondissent, alors que Mersenne était passé, comme Bonaventura et d'autres avant, et Bacon, etc., ils étaient passés plutôt sur l'analogie avec la lumière. Alors vous voyez que là, j'ai juste mis un exemple. Vous voyez, Mersenne montre la focalisation qu'on peut avoir dans des salles elliptiques. Et Mersenne, Kircher, alors c'est pas Kircher qui dessine, hein, c'est une des éditions, et on trouve des dessins différents, parce qu'à chaque édition, c'est différent, mais on voit un locuteur, un auditeur, et puis on voit ici les rayons acoustiques, vous voyez, qui vont converger Voilà, alors maintenant, on va aller voir les religieuses de Montivilliers. Et donc, on est exactement à la même époque. Alors voilà, Montivilliers, tout va se passer dans la croisée des transepts, où il y a un clocher juste au-dessus. D'accord. Voici ici le plan de l'église. Tout se passe à cet endroit-là. Je les détaillerai un petit peu tout à l'heure. Donc, si on fait une coupe de la croisée des transepts, c'est comme ça. Et je vous fais une petite frise historique. En gros, l'église actuelle, elle a été, parce qu'il y avait une église précédente, mais l'église actuelle date du XIe. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de voûte ici. On avait le toit directement. Puis ensuite, au XIIIe siècle, il y a eu la construction d'une voûte pré-gothique, que vous avez ici. Photo Laurent Philippon, ici présent. Ensuite, il y a un cérémonial, je détaillerai un petit peu. Ensuite, on met des pots acoustiques, je détaillerai un petit peu, dans cette voûte-là. Ensuite, il y a des mentions dans le registre journalier où on dit qu'on n'est pas trop content. Et on reconstruit une autre voûte avec des pots acoustiques ici. D'accord. Donc, on a ici, et ça, c'est toujours présent. C'est-à-dire qu'on peut aller ici, il faut passer par un petit escalier en colimaçon. Et on a toute l'architecture lisible ici. Alors, le cérémonial. Donc... d'abord, dans le cérémonial, ça donne les recommandations en fait d'usage, de la liturgie ou d'usage du bâtiment d'une façon générale aux religieuses. Et ça, souvent, ça thésaurise en fait tout ce qui s'est passé dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'accumulatif. D'accord. Alors, ce qui est intéressant ici, par exemple, alors on voit pas très bien, mais je vais vous le lire, que nul bruit, murmure, voix ou autre chose qui ne sert à chanter les louanges de Dieu ne soit ouï au cœur, afin de n'empêcher ou troubler l'office divin. Et pour ce même sujet, il faut le donner garde de faire bruit en haussant ou abaissant les chairs. Lorsque la nécessité requiert de cracher ou moucher, qu'on le fasse avec le moindre bruit. D'accord. Donc, on va dire c'est normal, c'est logique. Mais quand même, c'est intéressant pour un acousticien parce qu'on se dit, on sait bien, dans une église, vous faites tomber un crayon par terre, c'est tout de suite gênant, quoi. Donc, on voit bien que là, on a des recommandations de faire attention. Mais vous allez voir, ça va monter en niveau. Afin d'éviter la manière de chanter maintenant, afin d'éviter la confusion qui pourrait arriver, en chantant au chœur, toutes prêteront l'oreille aux chantres, lesquels se donneront garde que par leur faute, il n'arrive aucun désaccord à l'office divin. Ainsi garderont la mesure convenable, ne se hâtant ni traînant trop, mais observant une médiocrité supportable aux sœurs, édificative et aux écoutants. Et médiocrité, il faut le prendre au sens de moyenne, quoi. Enfin, quelque chose, il faut que tout le monde soit à peu près pareil. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est nul, ça veut dire que c'est
un changement. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, vous voyez que là, on dit bien attention, attention, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller trop rapidement, et pas trop vite, pardon, et pas trop lentement non plus. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment écouter les chantres et surtout chanter avec eux. C'est très important pour éviter la confusion. Vous allez voir que c'est un mot qui revient souvent. Et là c'est la cerise sur le gâteau. Et là, c'est là où on se dit, c'est vraiment des recommandations acoustiques. Avant, on pouvait avoir le doute un peu. Vous voyez, si un musicologue lit ce texte, il va dire, oui, bon, c'est normal, c'est des trucs... C'est des recommandations classiques. Si un acousticien, et c'est ça l'intérêt de la pluridisciplinarité, vous faites lire 3 corps de métier, je dirais 3 chercheurs différents, il va voir des choses différentes dans le texte. Et moi, je sens tout de suite, et là, on va le voir ici, c'est pour ça que j'ai rapproché ces 2 textes, il faut commencer et finir ensemble chaque vers, et s'écouter l'un l'autre prononçant entièrement la dernière syllabe, rappelez-vous Vitruve, sans faire que, laissant quelques petits espaces, etc., etc. Que nous disait Vitruve, je l'ai ramené ici, faisant sonner les mots sans les terminaisons qui les achèvent. C'est-à-dire que, vous voyez, quand c'est circonsonant, c'est-à-dire quand c'est réverbérant, trop réverbérant, il faut surtout bien, c'est ce qu'on recommande aux religieuses de Montivilliers, il faut surtout laisser un peu d'espace avant de recommencer. Et puis surtout, si une ou 2 sœurs, en particulier ou celle d'un chœur faille, commençant un vers ou prenant une chose pour une autre, il ne les faut reprendre aussitôt, mais attendre qu'elles aient achevé et l'autre chœur reprendra ce qui devait être dit, comme si on n'avait point failli. Donc surtout, si vous faites une erreur, on arrête tout de suite, parce que sinon ça va être le bazar. D'accord ? Donc on voit bien que là, on a des préoccupations. Alors, j'ai demandé à des gens qui sont spécialisés dans la liturgie, etc., est-ce qu'ils avaient vu ça? Bon, on m'a dit non, parce qu'évidemment, on voit un peu ce qu'on a envie de voir. Mais quand même, j'ai trouvé maintenant un autre texte dans un article d'une chercheuse en musicologie, où effectivement, il y avait des recommandations un peu similaires. Alors, voilà, je détaille un petit peu pour que vous compreniez les travaux architecturaux. J'ai l'impression que j'ai plus de piles, ou de moins en moins. Donc, en fait, cette église, vers le XIVe siècle, elle a été séparée en 2. Donc, la partie, l'abbaye est là. Il y avait une grille, parce que c'est jusqu'à Vatican II, les sœurs ne pouvaient pas sortir. Donc, elles rejoignaient leur espace privé par ici. Et vous aviez ici l'église paroissiale Saint-Sauveur, où il pouvait y avoir des messes, mais dans des grandes occasions, évidemment, il y avait des messes un peu partout. Enfin, je veux dire, les paroissiens assistaient à la messe des sœurs, évidemment. Donc là, vous aviez une grille pour pas que les sœurs sortent, mais il y avait aussi un rideau. Donc, c'est composé comme ça. Alors, il n'y a plus le rideau maintenant, ni la grille, mais il y a toujours l'église. Alors, première modification, on commence à mettre des pots. On a mis la voûte, visiblement, c'est pas suffisant. Alors, la voûte, elle a 17 mètres. 17 mètres, en gros, c'est un éco-franc. D'accord ? Donc, il devait y avoir un éco-franc. Donc, c'est-à-dire que quand elle chantait, elle devait entendre le retour de la voûte. Donc, elles n'étaient pas très contentes. Ils ont dû se dire, dans un premier temps, on va mettre des pots. Alors, ils ont mis des pots. Donc, ils ont mis des pots avec, vous voyez ici, alors c'est le petit dessin de principe, avec des sortes de réflecteurs en abat-voix. D'accord ? Donc, il y a 18 pots. Si on avait respecté la symétrie, il y en aurait eu 24. Alors, c'est souvent classique. Hein. Et on sait que c'est des céramiques ibériques. On en est certain qui viennent du port du Havre, qui transportaient de l'huile. Et on a travaillé avec un céramologue portugais qui nous a confirmé la datation. Ces céramiques ibériques, vous en trouvez partout, en fait, à cette époque-là. Par exemple, vous les trouvez dans les monastères en Californie, comme en réemploi dans les murs. D'accord ? Donc, c'est le port du Havre qui avait été fondé assez récemment, enfin, il y a quelques années. Et donc, on est sûr de cette datation au niveau des pots. D'accord ? On ne sait pas quand c'est qu'ils ont été installés. Si lui nous dit 1620-1640, on peut imaginer quelques années après 1620. Sur le port du Havre, il devait y avoir plein de poteries qui étaient là, qui traînaient. Voilà. Alors, voilà. Mais ça ne suffit pas. Visiblement, ces pauvres pots acoustiques là-haut, ça n'a pas changé grand-chose. On s'en doutait un peu, enfin, en tous les cas. Alors, un jour, il y a les princesses Anne et Bénédicte de Gonzague qui sont invitées, d'accord ? Et puis, la cérémonie est faite, on la forme, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un prédicateur qui va être dans la nef. Et la mère supérieure autorise les filles, en fait, à aller s'agenouiller devant la grille. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est on a ouvert les châssis et tiré le rideau pour entendre la prédication faite par monsieur, etc. D'accord ? Donc là, vous voyez que le rideau a un rôle acoustique très net. Autre cérémonie, on change d'abbesse, on passe de Louise de l'Hôpital à Anne de l'Hôpital, sa nièce, et on a une cérémonie de bénédiction de Madame l'abbesse.
Alors j'aime bien toute la citation, elle est superbe. Il avoua été résolu que pendant la messe que les religieuses chantèrent, la grille demeura ouverte pour leur faire voir les cérémonies de la bénédiction. Mais l'affluence du monde y était si grande que quoique chacun eût été bien rangé, accommodé de sièges, donc tout le monde était assis, il n'y a pas de problème, ça n'avait pas de problème, la grille était bouchée et l'on fut obligé à en tirer le rideau pour chanter avec plus de dévotion. Donc là, il y avait tellement de monde, et ils se plaignent souvent, tellement que on tire le rideau, comme ça on est tranquille. Enfin bon, ça amortit un peu le son et on est derrière le rideau. Donc pour les paroissiens, enfin pour les gens qui étaient venus voir, ils ne voient pas les sœurs, elles sont derrière le rideau, mais bon, pour elles c'était mieux. Voilà. Donc du coup, comme on n'est pas content, on fait une deuxième voûte. On fait une deuxième voûte, vous voyez, ici, en tierce ronde, c'est très joli, et avec des pots acoustiques, il y en a 25. Alors c'est pareil, c'est jamais une science exacte, les pots acoustiques. Bon, normalement, il y aurait dû en avoir 24, 6 de chaque côté, mais là, il y en a un, c'est un de plus. Ils devaient entraîner un, et puis ils en ont mis un en plus, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, et voilà, deuxième modification. Et là, la cerise, une deuxième cerise sur le gâteau. Le même jour a été achevée la voûte du dessus des chœurs des religieuses que Madame Anne de l'Hôpital, abbesse, a fait faire pour l'embellissement du dit chœur, mais bien davantage pour le soulagement des voix et chants. Alors ça, autant dire, c'est un truc, enfin qu'on a trouvé ça, si vous voulez, on est fou comme un lapin pendant, on tourne, parce que c'est carrément extrêmement rare d'avoir une intervention architecturale que l'on peut directement lier avec une intention acoustique. C'est extrêmement rare. Ma dite dame fit aussitôt chanter le Te Deum en présence des ouvriers, le « en » est disparu, présence des ouvriers, pour rendre grâce à Dieu de les avoir préservés pendant ce travail bien hasardeux. C'est vrai que faire une voûte comme ça, et tout ça, il y aurait pu y avoir des morts. Il n'y en a pas eu, ils ont chanté le Te Deum. D'accord ? Et donc, résumé de la séquence historique, construction d'une voûte au XIIIe, cérémonial qui donne des recommandations pour éviter la confusion des chants, mise en place de pots dans la première voûte. On explique qu'il faut tirer le rideau, donc il y a des considérations aussi autour du rideau. Donc on a quand même 3 éléments, c'est extraordinaire. Enfin, on a le rideau, on a les pots et on a l'intervention architecturale. On réalise une action d'envergure, descente de la voûte et mise en place de nouveaux pots. Alors, est-ce que ça marche ? Je vous ai dit qu'on pouvait distinguer l'efficacité. Ça marche un peu, en fait. Ça marche un peu quand on a fait des mesures. Ici, vous voyez, on a un temps de réverbération dans la croisée, vous voyez, qui est un peu plus faible que dans la nef. Bon, c'est pas mais on a surtout, alors ces 2 paramètres nous indiquent si on entend mieux, l'intelligibilité. Et là, on a vraiment une amélioration de l'intelligibilité. Alors ça se sent, quand on est sous la croisée, on se sent quand même un peu mieux et on sent la réverbération de la nef à côté. Mais on sent que c'est donc il y a une sorte d'espace un peu différent. Voilà. Alors, c'est mon dernier transparent qui me sert de conclusion. Transition vers la formalisation. Alors, au XVIIIe siècle, on a un dictionnaire de musicologie, donc écrit par Maud Monpas. D'accord ? Et à l'article réflexion, voilà ce qu'il dit. Les maîtres de chapelle ne font pas assez attention à l'espace que le son a à parcourir et par conséquent à l'étendue du local. Ils devraient savoir que les morceaux vifs exécutés dans un endroit vaste et sonore ne produisent que du bruit confus. Vous voyez encore ? Donc on retrouve toujours ça. Donc vous voyez, sur un temps assez long, et non pas une exécution nette et détaillée. Il faut donc, dans un grand local, ne donner que des morceaux d'un chant facile, noble et posé. Donc vous voyez que là, encore une fois, je reviens à mon petit schéma précédent, vous voyez qu'en fait, ce qu'il nous dit, c'est quand le local est grand, il faut s'adapter au local. C'est ça qui est intéressant. Mais il a conscience que c'est le volume, là. Il a conscience que c'est le volume qui joue. Alors, ça, c'est une citation en anglais. Début du 19e siècle, ce qui est intéressant ici, c'est l'apparition du mot réverbération dans le sens où on le connaît actuellement. En fait, qui nous dit, quand on interrompt un signal, le son qui va être produit derrière, ça serait une réverbération. D'accord ? Mais par contre, si on pend, alors drapery, donc c'est des tissus, d'accord ? On va avoir la réverbération va cesser. Mais en fait, elle ne cesse pas tant que ça, évidemment. Mais disons qu'elle va s'atténuer. Et derrière, on a Sabine qui peut après, c'est pas si simple que ça, mais développer une théorie. Notons d'abord que Sabine remarque quand même que le mot résonance est synonyme dans pas mal de dictionnaires, des dictionnaires populaires,
synonyme de réverbération et d'écho. Et bon, son travail un peu, c'est de dire bon bah, faut faire le ménage là-dedans, d'accord. Donc c'est à partir de là qu'on commence à bien séparer les choses d'un point de vue conceptuel. Et il fait une formule, alors que j'ai mis sous cette forme-là, elle est un peu plus précise que ça, où il nous dit que finalement le temps de réverbération est proportionnel au volume, ce que lui nous disait, d'accord, et inversement proportionnel aux surfaces qui sont traitées, enfin la qualité du traitement des surfaces. Et c'est la formule, alors avec des lettres, si vous voulez, mais qui est utilisée toujours par les consultants en acoustique. Voilà. Voilà, c'est fini. Beaucoup, voilà. Si certains d'entre vous veulent poser des questions ou ont des commentaires, voilà, le micro est dans la salle. Ah oui, j'ai pas dit, c'est vrai, c'est juste à côté du Havre. C'est une petite ville au nord du Havre. C'est très joli, on peut y aller, c'est un petit village historique. Ouais. Vous poser une question, En fait, toutes les constructions ont été faites un petit peu au pifomètre à la base. Je dirais pas ça comme ça, tout à fait, parce que quand même, on a quand même. Je pense que je dirais autrement. Je dirais que on ne peut pas dire qu'initialement on est construit en prenant en compte acoustique, mais par contre il y a une boucle de rétroaction, on pourrait dire, c'est-à-dire que quand on a commencé à construire des espaces plutôt grands et tout ça, on a commencé à se poser des questions. Et ce qui est intéressant et ce qui m'a surpris moi dans cette étude, c'est que je ne pensais pas que quand même à l'Antiquité romaine, en tous les cas Vitruve, était capable de décrire quand même des phénomènes acoustiques d'une manière aussi précise. Et c'est quand on le lit avec un œil d'acousticien, c'est ça la chose. En fait, c'est assez clair. Alors, je suis en cours de travail avec Vasco Zara, qui est un musicologue italien, qui, bon, lui, il peut traduire le grec et le latin et tout ça tranquillement, pour faire un article qui s'appellerait Vitruve l'acousticien, parce que c'est pas très bien documenté dans la littérature. Et il y a beaucoup de contresens sur ce qu'il dit. Parce que il faut avoir une sensibilité un peu musicologique, parce qu'il y a aussi des aspects musicologiques et une sensibilité acoustique pour vraiment bien comprendre ce qu'il veut dire. C'est la difficulté de ces textes, si vous voulez, parce que bon, Vitruve, l'acoustique, c'est quand même qu'une petite chose. Hein. Ça sert pour les toitures, pour n'importe quoi, la thermique, les aqueducs, les moulins, tout ce que vous voulez. Enfin, c'est énorme. Hein. Donc l'acoustique, c'est qu'un petit machin dans le livre 5. Donc bon, voilà, ça passe dans les traductions, c'est pas le truc qui est vraiment important. Mais pour nous, dans cette histoire longue de l'acoustique, c'est important. Ouais. Alors ça, oui, alors on l'a pas fait pour Montivilliers, mais oui, bien sûr, on peut faire ça. Oui. Et il y a des gens qui le font, c'est-à-dire qu'on a des modèles de simulation numérique. On peut très bien. Alors ça, c'est plutôt les gens. Vous savez que dans mon petit schéma au départ, je vous ai mis les gens qui travaillent plutôt sur la reconstitution historique, les gens qui travaillent sur l'intentionnalité. Bon, je suis plutôt dans l'intentionnalité, mais on fait quand même des choses dans ce domaine-là. Il y a des gens qui font, par exemple, dans certaines églises, ils vont, par exemple, s'il y a une première chapelle carolingienne, ils vont faire une simulation numérique où ils vont donner un peu la sonorité. Et puis quand ça va s'élargir, ils vont refaire une simulation numérique pour avoir l'évolution de la sonorité. Oui, c'est techniquement maintenant, c'est possible. Oui. Ouais, c'est possible. Oui. Alors c'est tout à fait vrai. Ce qui se passe dans la théorie de Sabine, alors quand j'ai fait mon petit schéma avec les petits rayons qui partaient partout, dans la théorie de Sabine, qui est utilisée par les consultants en acoustique, on suppose qu'il y a une certaine homogénéité du son dans la salle. Mais en fait, c'est jamais vrai, en fait, dans la pratique. Surtout dans une église. Le fait que vous ayez près d'un pilier, c'est un peu meilleur, c'est normal, parce que vous avez des réflexions en fait, sur le pilier qui va renforcer
localement un petit peu le son. Donc en plus les piliers sont assez gros. Donc aux longueurs d'onde considérées, bien entendu. Enfin, c'est-à-dire que pour certaines longueurs d'onde, c'est sans effet, mais pour d'autres, ouais. Donc c'est normal que vous puissiez entendre un peu mieux et que effectivement vous avez des zones d'ombre. Alors nous, quand on fait des mesures, par exemple à Montivilliers, on a fait des mesures du chœur, de la croisée des transepts, la nef et puis les collatéraux. Et les temps de réverbération et les caractéristiques acoustiques changent énormément. Si par exemple, quand vous n'avez pas le son direct, parce que l'idéal dans une salle, c'est qu'il faut avoir le son direct et puis les premières réflexions et puis après une petite réverbération. Si vous êtes dans un collatéral, par exemple, vous n'avez pas le son direct, vous n'avez que le son réverbéré qui vous arrive. Donc c'est horrible, quoi, en fait. Vous n'entendez rien. D'ailleurs, on s'en rend compte dans une messe ordinaire ou quand il y a un spectacle dans une église où par moments il y a certaines places où c'est inaudible, quoi. Enfin, où c'est très, très mauvais. En théorie, enfin, dans des espaces aussi réverbérants, on ne devrait pas jouer, par exemple, de la musique symphonique ou des choses comme ça. C'est trop. C'est pour ça que on doit, comme Maud me passe, il dit, on doit chanter des chants nobles et posés. Mais bon, après, on comprend que pour les spectacles, d'être dans des endroits qui sont jolis, c'est bien aussi. Question. Il y avait une question, mais je répondrai tout à l'heure. Ouais. Ah, ça, c'est une très bonne question. Effectivement. Alors, il y a une étude. Il y a une étude faite par au Portugal qui a été faite par un scientifique en acoustique du bâtiment et qui, par le ministère de la Culture, il devait faire une couverture complète des édifices religieux en termes acoustiques. C'est un truc incroyable. Cette étude, elle est incroyable. Et on s'aperçoit, alors bon, il y a des tendances qui sont bien logiques. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des temps, les églises augmentent et donc les temps de réverbération augmentent aussi. Et donc il y a une dégradation des paramètres, il y a des paramètres que j'ai notés tout à l'heure, de l'intelligibilité. Mais, alors ça c'est intéressant, c'est à la période, donc au moment de la réforme et puis de la contre-réforme, les églises, il y a une petite amélioration. Et cette petite amélioration, et d'ailleurs dans les églises protestantes, souvent c'est des fois parfois en forme de théâtre, parce que la parole est très importante. Parce que dès lors que la parole devient politique, enfin c'est leur interprétation, que ça commence, tant qu'on est dans une hégémonie, on va dire, religieuse, il n'y a pas de souci, bon, on chante en latin, les prêtres chantaient contre, d'ailleurs, le dos tourné, donc on n'avait que le son réfléchi par le mur, donc déjà, voilà, ça pose un problème. Mais dès qu'il a commencé à avoir des combats politiques, à ce moment-là, on a commencé à essayer d'améliorer. Il y a une amélioration à cette période-là. Et puis, il y a aussi, pour les prêches, on a mis les chaires dans la nef pour se rapprocher des gens, pour parler avec des abat-voix. Donc, il y a effectivement, il y a plusieurs effets. Alors, nous, on pense, par exemple, pour les pots acoustiques, que s'il y a eu un regain des pots acoustiques à peu près 15-16e, il y a deux effets. D'abord, les églises augmentent, donc, et la polyphonie arrive dans les espaces, parce que la musique, tant qu'elle est monophonique, tant que c'est que du chant grégorien, que tout le monde chante la même chose, ça va encore. Mais dès que ça devient polyphonique, ça commence à devenir un peu compliqué dans un espace très réverbérant. Donc on se dit, peut-être qu'ils se sont dit, tiens, cette vieille technique des pots acoustiques, là, le machin dont nous parlait Vitruve, on va peut-être le mettre, savoir si ça marche. C'est pour ça qu'on envoie énormément de pots acoustiques à partir du 15e et surtout 16e et 17e siècle. En Bretagne, il y en a partout. Et donc, il y a effectivement, on voit des petites tendances comme ça, mais c'est pas facile. Donc, il y a cette tendance, je dirais, politique, un petit peu, qui a joué. Et puis, une tendance aussi, alors, plutôt dans l'intention que dans l'efficacité, là, cette fois-ci, liée probablement à la complexification des musiques qui étaient jouées. Voilà. Mais encore une fois, il faut distinguer l'efficacité de l'intentionnalité. C'est pas... Vous avez une question? Oui. Ah oui, très bien, oui. Et c'est vrai. En fait, Orange, donc, alors, c'est une hypothèse un peu personnelle. Ce qui est certain, donc je me suis renseigné auprès des gens qui
qui connaissent bien les théâtres, effectivement, c'est à partir dans les théâtres grecs, sauf une exception, je crois, les théâtres grecs qui ont des murs, c'est souvent les Romains qui les ont mis derrière. Donc, mais les théâtres gallo-romains ou les théâtres romains, donc après Vitruve, hein, qui ont été construits au 1er, 2e, 3e siècle, et ben, à ce moment-là, ils ont souvent un mur arrière. Donc, ce que je pense, c'est que le mur arrière, correspond exactement à la question de la consonance. Mais bien sûr, j'ai oublié de revenir là-dessus. Et le fait que Vitruve avait compris et que finalement, quand on met un mur arrière, eh ben, on a certes une réflexion à l'arrière, mais une réflexion sine resonantia, c'est-à-dire sans écho. C'est ça qui est important. Et donc, ça renforce les voix, parce que vous récupérez... Si, par exemple, vous êtes dans un champ de blé, n'importe où, comme ça, vous parlez, vous sentez que votre voix s'en va, et puis il n'y a aucun retour. Par contre, si vous êtes devant un mur, eh ben, vous avez l'acteur ou le chanteur, il a le retour du mur déjà, et puis on a toute l'onde qui va sur les spectateurs. Donc on a en fait un doublement de l'onde. En fait, en acoustique, on dit on a plus 3 dB, mais c'est déjà bien. Donc, et je pense ça serait très cohérent par rapport aux écrits. Alors, mon hypothèse, c'est une hypothèse, d'accord. Peut-être qu'un jour, je l'écrirai, peut-être qu'un jour, je serai critiqué là-dessus. Mais mon hypothèse, c'est qu'on s'inspire de Vitruve, qui lui voit... Quand il décrit les sites consonants, on a vraiment l'impression qu'il est en train de décrire justement le fait qu'il faut mettre un réflecteur arrière, en l'occurrence un mur. Moi, je pense que c'est ça. Mais c'est une hypothèse peut-être un peu... ça pourrait expliquer ça. En tous les cas, c'est logique, quoi. Oui, allez-y. Oui, exactement. Ouais. Il en parle d'ailleurs. Il dit alors c'est là où dissonance. Alors je suis pas trop rentré dans les détails parce que bon, il y a beaucoup de choses sur l'acoustique. Faudrait vraiment, ça demanderait en soi. Vitruve, ça pourrait être une conférence en soi tellement il y a de choses. Mais il dit parfois, il a une contradiction. Il dit parfois que cette corniche qui est en haut, elle peut être gênante parfois et parfois elle est bien. Alors on sait pas, on comprend pas. On a l'impression qui parle de deux choses différentes. Mais effectivement, à un moment, il dit bah oui, effectivement, ça c'est bien parce que ça renvoie le son un petit peu. Voilà. Mais avec le risque de toujours son résonantia. Exactement, oui. Bah, pour les spectateurs arrière, ça fait une sorte de retour, quoi, quelque part. Ouais, ça marche. Pour avoir chanté dans l'abbaye de Saint-Vincent-les-Paul, Ah, oui. on chante pas dans le chœur, on chante dans l'entrée et souvent avec un fond et un Ouais. Bah, c'est mieux pour vous, ouais. Pour les chanteurs, c'est mieux, ouais. C'est sûr. Je sais, oui, c'est bien pour le public aussi, mais je pense que pour les chanteurs, c'est plus confortable quand même que si la voix part dans les voûtes. Vous parlez en acoustique moderne ou dans l'acoustique historique? Moderne. Disons que alors c'est dans les conceptions, quand on conçoit des salles vraiment faites pour des concerts, d'accord. On essaye de faire en sorte que, disons, tous les sièges, enfin, reçoivent à peu près la même chose. Bon, c'est pas jamais complètement vrai. Et donc, en général, ce qu'on fait, surtout quand on fait des restaurations, on installe souvent des réflecteurs. Par exemple, pour les balcons, on va avoir souvent un problème pour les gens qui sont en haut. Donc, on va installer des réflecteurs en hauteur. Vous voyez ça, par exemple, au Royal Albert Hall, par exemple, qui était sur le plan de la réverbération, qui était un peu horrible. Mais ils ont installé des réflecteurs un peu partout. Comme ça permet de renvoyer, ça renforce les premières réflexions. Et en renforçant les premières réflexions, ça améliore l'intelligibilité, enfin la compréhension du signal musical. Donc c'est par ce genre de dispositif qu'on rééquilibre le son de la salle. Alors quand c'est une salle qui est déjà faite, donc on fait comme ça, ou sinon on la pense dès le départ de cette manière-là. Oui, alors là, je ne pourrais pas vous dire. Là, je ne les ai pas mesurées, ces salles. Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas été voir. Il faudrait voir, je ne sais pas. Il faudrait avoir accès au bureau d'études acoustiques, enfin, au cahier
bureau d'études acoustiques pour voir ce qu'ils ont cherché à faire. Là, je ne peux pas vous répondre. Mais c'est sûr que, enfin, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, aujourd'hui, on a des connaissances en acoustique architecturale qui sont très très importantes. On a des moyens de mesure, on a des moyens de calcul. On peut prédire le temps de réverbération avec une précision assez importante. Et n'empêche qu'on construit toujours des salles qui ne sont pas très bonnes. Donc, Que les constructeurs de salles tiennent compte bah, c'est toujours des questions de, oui, bah, c'est toujours des questions de tarifs et de moyens qu'on va mettre dans la construction d'une salle. C'est-à-dire que un architecte, bah, plus il va faire travailler de bureaux d'études, plus la masse, enfin, il faut séparer la masse qui revient à la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, pardon, maîtrise d'œuvre, oui, bah, va se séparer entre tous les bureaux d'études. Donc, c'est évident que quand vous construisez l'Opéra Bastille, bon, bah, faut espérer de ne pas se tromper, quoi. Mais bon, après, quand vous construisez des salles, je dirais, plus communes, l'action du bureau d'études est... Enfin, des fois, on se passe du bureau d'études acoustique, c'est clair. Normalement, dans les écoles d'architecture, il y a des formations à l'acoustique, mais bon, c'est pas toujours suffisant, quand même. dans un auditorium du TAP Poitiers, là, l'auditorium, ben, on sent tout ce travail qui a été fait au niveau... tout le bois sur les côtés, qui renvoie et tout, c'est super. Le TAP, il y a vraiment eu un bureau d'études, là. Tu me poses une question. Oui, parfois en architecture, il y a des techniques anciennes qui reviennent à la mode parce qu'elles sont revisitées, elles sont remises au goût du jour et les technologies évoluant, on les reprend. Et est-ce que il y a une sorte de survivance, enfin, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'il y a des exemples de survivance de l'utilisation des poids acoustiques dans les salles de concert modernes? Oui, bah, il y a un exemple qui est connu, c'est à Pigna, en Corse. Donc, où ils ont refait, alors ils ont fait un petit auditorium très très joli, en terre crue. Donc, déjà. Et ensuite, ils ont mis des poids acoustiques. Ils ont fait une coupole, ils ont mis des poids acoustiques dedans. Voilà. Et ils disent que ça a bien marché. Bon, ils en ont mis beaucoup. Il faut en mettre beaucoup pour que ça marche. Donc, ils en ont mis beaucoup. À Belgrade, ils en ont mis jusqu'au 19e siècle, dans une coupole aussi. Bon, bah, c'est rare. En général, la technique s'arrête plutôt du 18e siècle. C'est vraiment très tardif. Il y en a encore en Bretagne vers 1720. Mais après, il y a quelques cas isolés par la suite. Mais oui, il y a des gens qui... Bon, les constructeurs, enfin les bureaux d'études en acoustique, ils peuvent mettre des résonateurs, mais les résonateurs, alors ça existe, hein, ils appellent, les sonorisateurs, ils appellent ça des bass traps, des trappes à basse. Vous pouvez acheter ça sur catalogue, hein. Mais on va utiliser ça surtout pour des cabines de studio, parce que pour les cabines de studio, on a vraiment des effets très très problématiques. Et vous mettez ça dans un coin, vous réglez votre résonateur de Helmholtz. Donc, oui, c'est une technique qui existe. Et dans la coiffe de la fusarienne, il y a des résonateurs de Helmholtz aussi pour atténuer le son, ou dans les liners dans les moteurs d'avion, il y a aussi des petits résonateurs qui sont là pour absorber le son. Donc, c'est pas... Ce qui est incroyable dans cette histoire des résonateurs, c'est que c'est une intuition complètement dingue, en fait. C'est-à-dire que comme ils les avaient utilisés, c'est sûr que quand on met 30 résonateurs dans une église de 10 000 mètres cubes, bon, faut pas s'attendre à ce que ça soit un truc de fou, quoi. Mais n'empêche que l'intuition était là. C'est ça qui est assez incroyable. Et oui, c'est une technique connue, mais si vous voulez maintenant, par exemple dans une salle, je sais pas comme celle-là, vous voyez, là, vous avez des faux plafonds, ça serait très coûteux d'aller mettre un plafond de résonateur, alors qu'avec des matériaux comme ça, on le fait en 2 secondes. Voilà, c'est ça aussi. Il faut vraiment que ce soit très spécifique. Ça existe toujours. Dernière question. Ben, merci beaucoup. Voilà, on a appris plein de choses. Bonne fin de soirée à tous. Prochain rendez-vous sur l'aéroacoustique le 9 décembre à 18h30 ici même avec les chercheurs de P'.